Bonjour à tous, mon nom est Mario Roy, je suis directeur de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, qui est un organisme qui enquête sur les dessous de la DPJ sur les corruptions judiciaires. Et comme vous savez, pour la plupart d'entre tous qui suivent mes débats judiciaires depuis plusieurs années avec le Barreau du Québec, certains l'ont vu par les médias dans la région de Drummondville. Il y a des jugements qui ont été rendus à mon égard par le Barreau du Québec et par certains juges de la Cour supérieure à Drummondville, dont un certain juge Dubois, qui dit que je n'ai jamais été autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire. Le Barreau du Québec a amené un témoin, M. Dessureau, qui s'est perjuré à la Cour. Et ça fait plusieurs temps que je dénonce ces choses-là. Et je sais que j'ai été autorisé par des agents de probation, des personnes en autorité du ministère de la Sécurité publique qui m'ont autorisé à faire ce que je fais. Maintenant, il y en a qui pensent que j'ai une tête de cochon. Il y en a qui pensent que je m'obstine avec le système judiciaire. Il y a beaucoup de détracteurs via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui m'encouragent. Mais cette vidéo-là, je la partage parce que je veux vous prouver hors de tout doute raisonnable que je dis la vérité et que je mens pas. Et j'espère que cette vidéo-là, ben pas j'espère, je le sais qu'elle va se rendre au Barreau du Québec parce que Maître Claude G. Leduc m'a demandé d'envoyer les audios étant donné que on arrive au dédommagement parce qu'ils ont menti, j'ai la preuve qu'ils ont menti, j'ai la preuve qu'ils m'ont empêché d'amener un témoin à Drummondville, Denis Urtubise, un ancien agent de probation que j'ai eu à l'époque. J'ai la preuve que M. Dessureau a menti. Qu'aujourd'hui, je mets une vidéo et j'ai obtenu hier les audios que je suis allé chercher au palais de justice de Saint-Jérôme, pas de Saint-Jérôme, mais de Joliette. J'ai le procès au complet, mais aujourd'hui, je vais vous mettre seulement deux parties d'un échange entre le juge Jean Roy et Madame Aumont, celle qui était la procureure des poursuites criminelles et pénales dans le dossier. Puis je vais vous mettre le jugement qui a été rendu oralement. Vous allez en comprendre, puis c'est clair, net et précis que j'ai été autorisé. Le jugement Dubois dont le Barreau du Québec se sert pour me bâillonner, parce que le Barreau du Québec a fait fermer un compte Facebook pour pas que je dénonce publiquement. Donc, je vais mettre la preuve de mauvaise foi du conseil d'administration du Barreau du Québec qui demande à Maître Claude G. Leduc de me poursuivre et à Eliane Hogg, elle qui est vraiment de mauvaise foi, s'acharne à vouloir continuer. Donc, je vais vous mettre deux courts extraits d'un échange durant les plaidoiries que le juge ramène la procureure à l'ordre, selon la preuve qui a été démontrée. Et comprenez que je ne mettrai pas le procès pour l'instant public, parce que je vais donner la chance au Barreau du Québec de revoir leur position et de me faire une offre de dédommagement avant de mettre tout public. Donc, je vais vous mettre l'audio de la dernière journée, plaidoirie de Madame Maître Geneviève Aumont, je crois son nom, je me semble que c'est Geneviève, mais Maître Aumont en tout cas. Puis, vous allez voir quelques courts extraits, deux extraits courts, et après, ensuite je mets le jugement au complet qui a été rendu oralement. Rien rajouter. Mais la compréhension de M. Roy, c'est justement... Non. Il pense que les gens lui donnent la permission. Non. Dans les faits, ce n'est pas ça. Ben, là, vous, un instant, là-dessus, Maître Aumont, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le jugement, ça va. Mais pour le service de probation, il a eu carrément la permission de faire ses travaux comme il les avait déjà fait à Saint-Jérôme. D'accompagner des familles de Mme OK. Que là, c'est éprouvé. Le juge le dit par le procès, par les témoignages. C'est clair que j'ai été autorisé. Là, on va aller... Je vais l'avancer un petit peu. Ça ne sera pas bien long. Vous allez entendre la procureure encore et le juge qui prend parole. Mais pas conformément à ce que je demande. Ben, lui, il dit, je les ai fait conformément à ce que vous m'avez autorisé. Et c'est sa façon de voir les choses à ce moment-là. C'est peut-être sa façon de voir les choses, mais ce qu'on a en preuve là aujourd'hui, même de sa façon de voir les choses à lui, les heures devaient être validées par un organisme, mais ça n'a jamais été fait. Le Péniel, là, qui était l'organisme censé chapeauter, n'a jamais pu valider les heures. On n'a pas ça aujourd'hui dans la preuve. Là. Et M. Roy savait dès le début
Parce qu'à Saint-Jérôme, ces heures avaient été validées par l'organisme, c'était chapeauté par l'organisme campénien. À la fin. À la fin. Ben, à la fin, comme il était pour le faire dans notre présent dossier. Oui. Donc, j'ai pas pu le faire. La réalité, le juge a eu en preuve, j'ai pas pu le faire. C'est la juge Marie-Josée Ménard qui a fait une plainte pour pas que le service de probation validifie mes travaux communautaires et qu'autorise. Là, je vais vous mettre le jugement qui dure quand même une vingtaine de minutes. Et écoutez-le bien, parce que le juge, moi, j'ai trouvé qu'il était très impartial. C'est un des meilleurs juges que j'ai eu l'occasion de me défendre devant lui. Et c'est clair que son jugement démolit le barreau du Québec avec les magouilles qu'ils ont faites à Drummondville. Écoutez bien, c'est confirmé à 100%, j'ai été autorisé, la preuve est claire, puis mon témoignage est crédible à 100%. Que bonne écoute, c'est le jugement intégral. Alors, décision du tribunal sur le verdict dans le dossier 705-104485-182. Suite à un procès de M. Mario Roy. M. Mario Roy a subi son procès sur un seul chef d'accusation qui se lit comme suit. Le ou vers le 14 décembre 2017 à Joliette, district de Joliette, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 700-01-144198-150 et 144199-158 a omis ou refusé de se conformer à une ordonnance à une condition de l'ordonnance, soit effectuer 150 heures de service communautaire dans un délai de 14 mois, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 733.1.1b du Code criminel. Le tribunal tient immédiatement à parler du droit en lien avec cet article. Il est reconnu en jurisprudence que cet article du Code criminel et cette infraction en est une de mens rea, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un caractère volontaire que l'accusé a omis ou refusé de se conformer à une condition de l'ordonnance. Cette preuve doit être faite également, non seulement sur l'actus reus, mais également sur la mens rea, que le caractère volontaire de l'accusé, c'est-à-dire son intention coupable, est hors de tout doute raisonnable. Passons maintenant aux faits de cette affaire. Bien qu'il y ait des détails substantiels de part et d'autre que les parties ont voulu souligner dans leur plaidoirie, les faits restent essentiellement ceux-ci. L'accusé, suite à un jugement de la Cour du Québec, obtient une peine de travaux communautaires, soit qu'il doit accomplir 150 heures de service communautaire dans un délai de 14 mois. Pour l'exécution de cette peine, il est référé au service de probation de Joliette. Le tribunal était au départ un peu sceptique à savoir pourquoi ce dossier émanant de Saint-Jérôme était maintenant référé dans le district judiciaire de Joliette. Le tribunal a obtenu les explications nécessaires sur ce point. À tout événement, c'est le service de probation de Joliette qui a traité ce dossier par le biais d'une représentante qui est Madame Soucy, qui a témoigné dans la présente cause. Madame est une employée du service de probation de Joliette, supervisée par une autre personne qui a témoigné également dans la présente cause et qui est Madame, juste pour indiquer le nom correctement,
laisse venir, je l'avais noté ici. Madame Isabelle Daou, qui, elle, supervise d'une certaine façon certains employés à cet endroit. Le tribunal a donc entendu en preuve principale tant Madame Daou que Madame Soucy venir informer le tribunal qu'elles ont toutes les deux autorisé l'accusé à effectuer ses travaux communautaires comme il l'avait déjà fait dans un dossier précédent à Saint-Jérôme. Elles ont d'ailleurs fait, surtout Madame Soucy, des vérifications en ce sens, parce qu'à prime abord, on s'entendra que ce genre d'activité au niveau des travaux communautaires est pour le moins curieux. L'accusé voulait faire ses travaux communautaires dans son organisme à but non lucratif et par la suite être chapeauté par un autre organisme communautaire qui vérifierait si les travaux communautaires ont bel et bien été exécutés. Cet organisme s'appelle le Camp Péniel. Auparavant, l'accusé avait fait ses travaux communautaires de cette façon. Bien qu'il ait eu certaines plaintes, par la suite, ses travaux communautaires ont été conformes, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de plainte après qu'un organisme, qui est le Camp Péniel, ait chapeauté ses travaux communautaires. Ainsi, le service de probation de Joliette fait des vérifications avec le service de probation de Saint-Jérôme en ce sens. Et après ces vérifications, autorise l'accusé à effectuer ses travaux communautaires de la même façon qu'il les a fait précédemment, sans autres directives, quoique générales, mais plus pointues quant à l'exécution précise de ces travaux communautaires, c'est-à-dire que ces travaux devront être supervisés par le Camp Péniel. Il devra y avoir un avis quand l'accusé sera prêt à faire ses travaux communautaires envoyés au Camp Péniel. Le tribunal tient à préciser que les agentes du service de probation de Joliette disent de façon très claire que cet avis n'est jamais envoyé à l'accusé. Il est envoyé à l'organisme qui chapeaute les travaux communautaires. Dans le cas de M. Roy, cet avis devait être envoyé au Camp Péniel. Après ces autorisations du service de probation, suite à une discussion téléphonique, l'accusé et le service de probation décident de ne pas commencer immédiatement les travaux communautaires, puisque M. Roy indique qu'il est en appel dans son présent dossier. Le service, à ce moment-là, de probation, informe M. Roy de les appeler lorsqu'il sera, ou de les aviser, pas nécessairement de les appeler, mais de les aviser lorsqu'il sera prêt à commencer ses travaux communautaires, afin que ceux-ci, sans le dire directement à M. Roy, envoient l'avis au Camp Péniel pour que cet organisme chapeaute M. Roy dans l'exécution de ses travaux communautaires. Il est important de faire une parenthèse ici, c'est que M. Roy
avait un organisme ou a un organisme qui aide les personnes dans le milieu judiciaire. Il effectue toutes sortes d'opérations dans cet organisme. Certaines de ces opérations, à la vue même ou à l'étude même de la preuve, peuvent être généralement considérées comme illégales au sens de la loi. D'ailleurs, il y a eu un dossier qui a été porté en appel en ce sens. L'accusé a été trouvé coupable de pratiques illégales en lien avec des activités qui sont réservées exclusivement aux membres du barreau. Le tribunal n'a pas à décider cette question aujourd'hui. Revenons aux faits. L'accusé s'est rendu compte lors de son appel qu'il avait oublié de demander que l'exécution de ses travaux communautaires soit suspendue durant l'appel. Il a donc décidé d'entamer ses travaux communautaires immédiatement, suite à ce fait qu'il a constaté. Il a ainsi appelé le service de probation de Joliette et il a laissé un message sur la boîte vocale de Madame Soucy à l'effet qu'il commencerait ses travaux communautaires. Il a donc fonctionné comme il avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'il notait ses heures dans un calepin et qu'il aidait certaines familles au niveau judiciaire. Encore là, le tribunal tient à mentionner qu'il ne cautionne pas les activités que monsieur faisait en ce sens, mais le tribunal comprend que pour l'accusé, à ce moment-là, il exécutait ses travaux communautaires. Il avait dans son esprit, tout comme il avait fonctionné précédemment, qu'à la fin, lorsqu'il aurait complété ses travaux communautaires, il irait rencontrer le président de l'organisme Campéniel afin que celui-ci puisse confirmer l'exécution de ses travaux communautaires, tel qu'il l'avait fait précédemment dans un autre dossier. Arrive un événement ou un incident dans le dossier. Le service de probation de Joliette est avisé par le service de probation de Drummondville que l'accusé, en faisant ses travaux communautaires, est en train de violer la loi sur le barreau du Québec, c'est-à-dire qu'il fait des activités, selon eux, qui va à l'encontre de cette loi, c'est-à-dire qu'il fait des activités réservées aux membres du barreau. Nous sommes rendus en novembre 2016, fin novembre même. On contacte donc l'accusé à une rencontre au service de probation de Joliette. L'accusé s'y présente. On discute à ce moment avec l'accusé du fait que les travaux communautaires ne seraient pas conformes et qu'on lui demande de faire d'autres sortes de travaux communautaires, c'est-à-dire dans des organismes qui sont reconnus. L'accusé refuse à ce moment en disant que ces travaux communautaires sont complétés. Effectivement, la preuve révèle ce fait, par le témoignage de l'accusé, mais également par les documents que celui-ci dépose en cours. Il aurait, à ce moment, lors de cette rencontre, complété ses travaux communautaires, selon sa compréhension à lui de la situation.
le service de probation veut qu'il recommence ses travaux communautaires, cette fois Non. dans un autre organisme. M. Roy, et le tribunal se répète, refuse. Le tribunal s'interroge alors sur le fait que l'accusé n'a pas été voir l'organisme Campbell pour que ses travaux communautaires soient vérifiés et soient conformes. Effectivement, la preuve révèle que l'accusé, suite à la rencontre du service de probation, se dit qu'il n'est plus nécessaire d'aller faire confirmer ses travaux communautaires par le camp Péniel, puisque il serait, selon le service de probation, déjà dans l'illégalité. Il est même discuté lors de cette rencontre qu'une plainte serait faite à son égard et l'accusé leur répond de lui envoyer la dénonciation, probablement à l'effet d'y répondre dans le présent dossier. À tout événement, pour l'accusé, il a effectué ses travaux communautaires et à un autre moment, soit plusieurs mois plus tard, on lui dit qu'il ne les a pas faits, alors qu'on l'avait autorisé à les faire de ce genre de façon, c'est-à-dire en faisant du travail judiciaire. C'est assez clair. Bien qu'il y ait certains détails que de part et d'autre, les parties peuvent soulever, que c'était essentiellement de l'accompagnement qui avait été autorisé, que d'une autre façon, l'accusé ne comprenait pas directement toutes les activités qu'il avait le droit de faire ou de ne pas faire. Le tribunal, dans les faits, à tout événement, peut arriver à une conclusion facile, c'est-à-dire que c'est pour le moins ambigu ce que l'accusé avait le droit de faire et de ne pas faire. Il avait été autorisé à se comporter comme préalablement dans un autre dossier après des vérifications. Et son objectif était, puisqu'il était encore dans le délai, et il a expliqué ce témoignage, il a expliqué cette façon de voir dans son témoignage, qu'il irait à la fin, lorsqu'il aurait complété ses travaux et qu'il serait toujours dans le délai, rencontrer le président du camp Péniel pour valider ses travaux et que, selon lui, à ce moment-là, tout aurait été conforme. Alors, ce sont sur ces faits que le tribunal doit décider de la culpabilité ou non de l'accusé. Le tribunal a déjà mentionné qu'il s'agit d'un crime de mens rea. Il s'agit de déterminer si l'accusé a volontairement omis ou refusé de se conformer à la condition de son ordonnance. C'est la seule question que le tribunal doit se poser. Est-ce que la preuve est hors de tout doute en ce sens? Le tribunal est d'avis que non. Il n'y a pas ici une preuve hors de tout doute en lien avec cette infraction. Le tribunal est d'avis qu'il y avait une situation ambiguë dans cette affaire, préalablement autorisée par le service de probation. Il faut se replacer dans le cas d'un accusé qui se fait autoriser de faire ses travaux communautaires d'une façon, soit le tribunal en convient, peu structurée,
mais autorisé quand même. Il appelle pour dire qu'il commence ses travaux communautaires, il note les heures qu'il fait du travail communautaire selon lui, et par la suite, on lui dit que ces travaux-là ne sont pas valides une fois que les heures sont complétées. De l'avis du tribunal, le service de probation ne peut pas fonctionner de cette façon. Ils auraient dû, à prime abord, refuser de façon claire à ce que l'accusé puisse fonctionner de cette façon. La directive n'a pas été claire en ce sens. La directive a été plutôt ambiguë à l'effet qu'il pouvait faire ses travaux et les faire valider par la suite par un autre organisme. Le tribunal est surpris de cette façon de faire, mais doit la constater et doit en tenir compte dans un dossier criminel. Nous sommes dans un dossier criminel où l'accusé a le droit à une défense pleine et entière et a le droit effectivement à expliquer pourquoi il s'est comporté ainsi. Si l'accusé n'avait pas appelé le service de probation comme il lui avait été demandé de le faire, le tribunal aurait peut-être été un peu plus songeur. Mais la preuve révèle, et le tribunal croit le témoignage de l'accusé. Ce témoignage ne peut pas être écarté d'aucune façon. Il croit donc que l'accusé a bel et bien appelé le service de probation. Pourquoi il croit le témoignage de l'accusé? C'est que, essentiellement, il dit exactement la même chose que les deux agentes de probation ont dit lorsqu'elles ont témoigné devant le tribunal. Alors, le tribunal n'a aucun motif pour écarter le témoignage de l'accusé. Ainsi, lorsqu'il nous dit qu'il a téléphoné, le tribunal retient ce fait pour avéré. Lorsqu'il nous dit également qu'il devait faire valider ses travaux communautaires par le camp Péniel et que pour lui c'était de le faire à la fin, le tribunal croit ce témoignage également de l'accusé. Ainsi, même si l'accusé a effectué des heures de travaux communautaires pour le moins peu orthodoxes, dans sa façon de voir les choses, il était en droit de se comporter de cette façon-là au départ. Vous avez bien compris, je vais le mettre sur pause, là. J'étais en droit. C'est assez clair, là. J'ai été autorisé par des personnes en autorité et le barreau du Québec le sait et il s'acharne à vouloir me bâillonner parce que ce que j'enquête, c'est un réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par le DPJ et la commission Laurent, présentement, prouve que c'est bidon, qui ne font pas quelque chose de sérieux. Bref, je reviens au jugement pour la fin. Le service de probation ne pouvait pas attendre d'avoir une plainte pour après changer d'idée. Ils auraient dû être clairs au départ. Toute cette situation a créé une difficulté dans le présent dossier qui aurait pu être évitée. Est-ce que, en conséquence, nous devons, alors que c'est la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime, reprocher ce fait à l'accusé et en venir à la conclusion qu'il est maintenant coupable de ne pas s'être conformé aux directives des agents de probation. Devant cette situation peu commune, le tribunal croit qu'il y a certainement une place énorme au doute raisonnable dans cette affaire. Le tribunal est convaincu que l'état de confusion qui régnait dans cette affaire quant aux directives
quant à l'exécution des travaux et quant à sa conformité, fait en sorte qu'il doit acquitter l'accusé pour tous ses motifs. Alors, en somme, en lien avec l'analyse des faits de cette cause, en lien également avec le droit qu'il s'agit d'un crime de mens rea, et en lien avec le témoignage de l'accusé qui est cru, le tribunal acquitte l'accusé de la présente accusation. Et voilà. Donc, juste pour récapituler un petit peu, alors que j'avais terminé mes travaux communautaires, je témoignais dans un dossier en protection de la Chambre de jeunesse à Drummondville. Le juge Marie-Josée Ménard a demandé aux avocats du barreau aux avocats dans la salle, l'avocat du DPJ, de faire une plainte contre moi au barreau du Québec, et elle-même, elle a appelé le service de probation de Drummondville afin que mes travaux ne soient pas conformisés comme c'était l'entente. Bref, le juge a été intègre, il a écouté ma preuve, il a pris le temps de m'écouter. Je le remercie grandement. Il m'a redonné confiance dans le système de justice à un certain égard. Et maintenant, ben, mes détracteurs qui disent que j'ai jamais autorisé, le jugement du juge Dubois est une honte pour le Conseil de la magistrature. Le juge Dubois a fait exprès pour empêcher Denis Urtubise de venir témoigner lors du procès en 2017 contre le barreau du Québec, parce que Denis Urtubise, 2017-2018 le procès, et Denis Urtubise avait été... il avait reçu un bref de subpoena par huissier, et les frais étaient payés d'avance. Il y avait un protocole d'instance de signer avec moi, le procureur général du Québec, Maître Claude G. Leduc, et ça devant le juge Collin, et le juge Dubois a fait abstraction à tout ce qui était fait devant le procureur général du Québec, devant le Maître Leduc, et a empêché mon témoin de venir pour rendre un faux jugement, pour que le barreau par après m'accuse d'outrage puis de plein d'affaires. Maintenant, les poursuites s'en viennent. Le barreau du Québec, Eliane Hogg, savait que je réclamerais depuis le début 500 $ par jour. J'attends votre offre. Et dans le procès de Joliette, la procureure Aumont savait depuis le début que j'intenterais des poursuites et qu'elle me poursuivait pour rien. Maintenant, tout est envoyé. Dans quelques heures, ça va être déposé. Bref, aucune des personnes qui m'ont consulté, que j'ai embarqué dans les dossiers, ne se sont plaints au barreau du Québec, parce que les dossiers ont toujours été faits sur la coche, vraiment comme il faut. Je me prends pas pour un avocat, parce que je mens pas. Quand je vais à la cour témoigner sous affirmation solennelle, c'est la vérité qui sort, c'est la vérité qui est prouvée. Le dossier Taonet, c'est un des dossiers les plus compromettants envers le système de justice. Et c'est loin d'être fini, et je vous assure que le barreau est au courant que je vais le terminer parce que je suis enquêteur privé dans ce dossier-là. J'enquête sur la corruption judiciaire. Donc, aux détracteurs qui disent que j'ai jamais été autorisé, faites vos recherches un petit peu. Le juge Dubois, dans le dossier que le juge Ménard a fait la plainte contre moi, le juge Dubois est celui qui a refusé l'appel des parents et qui a mis en danger la sécurité de d'autres enfants. Quand je dis qu'il y a un réseau d'enlèvement orchestré par des avocats, des membres du Conseil de la magistrature, c'est réel. Sur ce, bonne fin de journée, et prochainement, il va y avoir des audios de fait sur un avocat véreux qui a essayé de me mentir en disant que j'ai jamais été autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire. Les audios avec. Et cet avocat-là m'a été référé par la Cour d'appel dans mon procès contre Eliane Hogg et le barreau du Québec. Donc, l'avocat était en conflit d'intérêts, supposément. Il m'a envoyé une lettre comme quoi qui se retirait du dossier, qui aurait déjà écrit une procédure contre moi. Que vous aurez tous les audios dans une série vidéo qui va débuter sous peu. Bonne fin de journée.